Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Loup Lecoeur, je suis doctorant en sociologie à AgroSubdivision et je vais vous parler d'alimentation et d'impact environnemental, notamment de gaz à effet de serre. Donc, l'horizon de ma présentation, c'est de réfléchir à comment on peut aller vers une alimentation qui soit compatible avec les limites de la planète, les limites climatiques pour le coup. Donc, je vais faire une rapide introduction sur les chiffres et la nécessité d'une transition alimentaire. Ensuite, une partie plus sociologique sur les pratiques alimentaires et la prise en compte des enjeux environnementaux par les mangeurs. Et enfin, une partie finale qui sera plus focalisée sur la viande et qui réfléchira à comment on peut réduire sa consommation de viande. Alors, quelques chiffres. Un Français émet en moyenne près de 11 tonnes d'équivalent carbone par an, dont 2 dus à l'alimentation seule. Pour respecter les accords de Paris, il faudrait atteindre 2 tonnes de carbone équivalent au total par an. Donc on épuise totalement notre quota juste avec l'alimentation actuelle. Donc réduire l'impact carbone de l'alimentation, c'est absolument indispensable et absolument insuffisant pour respecter les accords de Paris. On entend de plus en plus de chercheurs en appeler à une nouvelle transition alimentaire qui consisterait à réduire la part des produits animaux dans la ration. Réduire les produits animaux, c'est la façon la plus simple et la plus efficace de réduire les émissions d'alimentation. Je me place dans cette perspective. Comme je sais que ce sujet est délicat, il ne s'agit pas pour moi de diaboliser ni les éleveurs ni les mangeurs de viande, dont je suis. Par contre, oui, il s'agit de réduire de façon importante la consommation et production de viande. Sur le papier, un changement d'alimentation, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. On peut se nourrir de plein d'autres choses très bonnes, ça ne coûte pas forcément plus cher. Ce n'est pas aussi compliqué que de refaire entièrement l'isolation thermique de millions de logements ou de mettre en place une taxe internationale sur le kérosène. Alors, il s'agirait de changer nos pratiques alimentaires. Les pratiques alimentaires, c'est tout ce qui va des achats au stockage, préparation, gestion des restes et j'en passe. Consommation. À partir de là, je vais me poser la question, à quelles conditions une transition alimentaire serait-elle possible du côté du consommateur-mangeur? Pour réfléchir à cette question, il faudrait déjà savoir ce que c'est une pratique alimentaire. Alors, pour les sociologues qui travaillent en sociologie des pratiques, une pratique, c'est un comportement routinier, peu réflexif et globalement partagé par les acteurs. Une pratique est constituée d'images, de dimensions matérielles et de compétences interconnectées. Les images, ce sont les représentations. En France, par exemple, une bonne partie de la population mange un déjeuner entre 12h et 13h30 environ, par exemple, et le contenu de ce déjeuner est lui aussi normé. Les outils. Donc, par exemple, ce sont les infrastructures de transport et d'achat, les ustensiles de cuisine, et je vais assez peu évoquer ces dimensions-là dans ma présentation. Et enfin, les compétences comme écailler un poisson, faire tremper des lentilles, faire revenir des pommes de terre. Donc, pour qu'une transition alimentaire soit possible, il faudrait changer les éléments qui constituent la pratique, qui sont interconnectés. Donc il y a une multitude d'enjeux de nature différente entre lesquels les mangeurs doivent naviguer. Prix, praticité des achats, de préparation, qualité du produit et différentes normes également qui sont prises en considération. Parmi les normes, la liste est très longue, mais on peut évoquer par exemple l'idée qu'il faut nourrir par exemple sa famille, ses enfants avec des repas qui sont conçus comme équilibrés, comme sains, comme assez nourrissants, bons au goût. Donc on essaie de composer avec tout ça, avec plus ou moins de bonheur, et on négocie les pratiques dans cet agencement-là. Parfois, différents enjeux poussent dans le même sens. Par exemple, quelque chose peut être à la fois bon, considéré comme bon et pratique, comme le Nutella pour les enfants, ou non. La tomate bio, par exemple, est plus chère que la tomate conventionnelle. Donc, manger durable n'est qu'un seul de ces enjeux, qu'une seule de ces normes, et c'est rarement la première à être prise en considération. Alors, il y a un souci avec le changement climatique, c'est qu'il n'est pas directement perceptible et qu'il est rapidement assez technique à expliquer. Pour vous citer ce que dit une collègue sur le sujet, les consommateurs sous-estiment souvent les impacts de la consommation de viande sur le changement climatique comparé aux autres actions comme recycler, favoriser le local, les produits bio et de saison, la réduction des déchets alimentaires et l'emballage excessif. Ils se montrent souvent sceptiques envers les données scientifiques faisant le lien entre viande et changement climatique. Donc elle parle des consommateurs norvégiens, mais les Français, c'est pareil. Il y a un écart entre nos représentations de ce qui est durable et les données scientifiques. Mais à culpa, j'ai moi-même relayé l'idée que les circuits courts étaient bons pour réduire l'impact environnemental. Donc pour conclure sur cette partie, les pratiques sont faites d'images, de compétences et de matériel imbriqués, ce qui leur donne une certaine inertie. Maintenant que j'ai rapidement brossé des généralités sur les pratiques alimentaires durables, je voudrais me pencher plus spécifiquement sur ce qui est, à mon sens, l'un des problèmes fondamentaux. C'est ce que j'appelle le carnocentrisme, c'est-à-dire la structure culturelle du repas qui est centrée sur la viande, ce qui pose un problème, vous l'aurez compris, par rapport à cette transition alimentaire. Maintenant, je vais regarder m'attarder un peu plus à l'image de la viande et ensuite me pencher sur la question des compétences. Donc, l'image de la viande. Dans notre culture, un repas sans viande, c'est pas vraiment un repas. A fortiori, lors d'une occasion festive, le plat principal dans notre grammaire culinaire, c'est la viande, le poisson que je mets de côté pour la présentation. Et l'accompagnement, c'est seulement ce qu'il y a à côté. C'est si peu intéressant et important que souvent on ne l'affiche même pas sur la carte des restaurants.
La viande, c'est l'ingrédient par excellence, nous dit Geneviève Casvalette, et il y a un lien assez fort entre viande et force vitale. Sur le plan nutritif, il y aurait une angoisse importante autour du manque de protéines si on commençait à parler de réduire la viande. Et on ignore parfois que les protéines, il y en a aussi dans les céréales complètes, les légumineuses, qui sont assez méconnues ou parfois assimilées à des féculents. Selon les contextes, la présence de viande sur la table est plus ou moins nécessaire, et lors des repas festifs, elle est indispensable, je vous l'ai dit. Tous ces éléments font qu'il est compliqué de penser au-delà de la viande. Jared Piazza le synthétise en 4 N. Manger de la viande est normal, natural, necessary and nice. Donc normal, naturel, nécessaire et agréable, on va dire. Alors, il ne s'agit pas seulement de travailler sur les imaginaires pour aller au-delà du carnocentrisme. Il s'agirait également, ou de s'en tenir à faire des campagnes d'information sur les implications géeuses de l'alimentation. Il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe concrètement en cuisine, les recettes, c'est-à-dire la dimension compétence de la pratique. Les compétences nécessaires pour produire un repas non carnocentré ne sont pas évidentes, si l'on prend en compte qu'il faut aussi respecter toutes les autres exigences normatives. Le repas doit être équilibré, assez nourrissant, il faut que la nourriture proposée soit culturellement validée, etc. Toutes ces raisons, l'une des raisons pour lesquelles on cuisine peu sans viande, c'est tout simplement qu'on ne sait pas faire. L'ADEME l'a très bien compris, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place des livres de recettes sur leur site, dont vous voyez le titre ici. Donc celui-ci s'appelle « Recettes de saison à base de légumes et légumineuses ». Vous noterez au passage qu'ils ont soigneusement évité le terme « végétarien ». Voilà. Donc dans la plupart des cas, les infléchissements de pratique sont progressifs, et l'image comme les compétences changent de façon liée, on va dire. Donc, quelques pistes pour se détacher progressivement du carnocentrisme. Rendre la viande secondaire. Il s'agit de se diriger vers des plats où la viande n'est plus centrale ou alors où la quantité est moins importante. Par exemple, les lardons sont peu nombreux, juste là pour agrémenter un petit peu la salade composée. Refaire du goût umami. Donc, il s'agit d'utiliser des ingrédients comme le paprika fumé ou les champignons qui ont un goût umami qui peuvent un peu rappeler le goût de la viande. Il y a également toute une gamme de produits agroalimentaires qui sont conçus pour se rapprocher du goût ou de la texture de la viande. Dissocier viande et force vitale. On peut parfaitement avoir des protéines ailleurs, et les sportifs de haut niveau végétarien peuvent être de bons exemples pour remettre en cause ce lien entre force vitale et force virile et viande. Au niveau nutritionnel, le PNNS fait des recommandations nutritionnelles. Les articuler avec des recommandations environnementales serait intéressant, au lieu de rajouter quelque chose de nouveau qui rajouterait au brouhaha ambiant d'informations contradictoires parfois sur l'alimentation. C'est l'une des recommandations de Gojard, Véron, Dubuisson-Kelly. S'inspirer d'autres traditions culinaires pour produire des repas qui soient culturellement validés. S'inspirer d'autres cultures alimentaires peut être une source d'information et de compétences culinaires. Je pense particulièrement aux cuisines indiennes et libanaises, mais il y en a sûrement d'autres. Donc l'idée, c'est de passer d'une structure culturelle du repas où il n'y a pas nécessairement de viande. On pense plutôt en termes de protéines, on met une légumineuse et une céréale. Il y a un gros travail à faire sur l'image et les compétences relatives aux légumineuses. Et l'horizon, c'est de réinventer notre grammaire culinaire et de faire du plat de viande un événement exceptionnel. Il y a 50 ans, on buvait plusieurs verres de vin à table systématiquement, de la piquette. En quelques décennies, le vin est devenu un produit cher, de qualité, consommé seulement de façon exceptionnelle. Peut-être que la viande va suivre le même chemin. C'est l'hypothèse de Geneviève Casvalette. Pour conclure, donc il s'agit de travailler simultanément les images, les compétences et le matériel, que j'ai assez peu abordé ici, et les campagnes d'information ne suffisent pas, même s'il en faut, notamment sur les questions nutritives et GES. On en viendra peut-être à un étiquetage CO2 sur les aliments. Et surtout, il faudrait des recettes faibles en GES, pas trop chères, pratiques, bonnes, bref, des recettes compatibles avec nos autres enjeux. Se pose aussi la question de qui sont les mangeurs français, puisqu'il y a bien entendu des variations importantes selon les caractéristiques sociales. J'ai allègrement simplifié là-dessus. Et il y a un autre sujet que je n'ai pas abordé, j'ai seulement fait allusion, c'est ce que j'appellerais la mise en débat de la transition alimentaire. J'ai traité le sujet comme s'il tombait du ciel, comme si tout le monde était d'accord avec les chiffres, mais dans la réalité, bien sûr, le sujet est porté par des acteurs que certains vont suivre et d'autres non. Tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée qu'il faut réduire la viande et les produits laitiers. Et par exemple, le repas végétarien obligatoire une fois par semaine au self suscitait des réactions de rejet en France. Donc il y a des enjeux importants sur qui donne l'information, comment on la formule, comment on parle de l'horizon à atteindre. Voilà. Du coup, pour conclure, je dirais, est-ce qu'il est plus simple de faire la rénovation thermique de tous les logements français ou d'opérer la transition alimentaire? C'est un petit peu ma question, ma provocation que je laisse pour conclure. Voilà.